Salut à tous et Adam de Planète Tutora. La Renaissance. La Renaissance n'est pas juste une époque ennuyante, on part de la Renaissance, la période qui met fin à la galère du Moyen-Âge et qui amène un vent de fraîcheur avant les temps modernes. Donc imaginez ça comme un reboot historique. Donc les guerres à répétition se font moins nombreuses, bien que la Renaissance n'est pas non plus la période la plus peace and love qui existe, mais en tout cas, elle est moins sombre et agressive et surtout moins répressive que celle du Moyen-Âge. Donc répressive dans quel sens? On se rappelle que durant le Moyen-Âge, on ne voulait pas que la moindre idée contredise l'Église qui était très puissante et influente. Donc ça y est, ça c'est y compris les grandes idées des philosophes de l'Antiquité. Et durant la Renaissance, les idées des grands penseurs grecs vont revenir à la mode. Donc, on l'appelle la Renaissance parce que c'est comme si la science et l'art sortaient de l'ombre après la période un peu sombre du Moyen-Âge. C'est là que débarquent des œuvres d'art majestueuses et des découvertes scientifiques qui font vraiment bouger les choses. On dit merci à qui? On dit merci à la Renaissance. Donc alors, l'art gothique du Moyen-Âge était aussi purement magnifique. C'est juste que la Renaissance pousse les choses plus différemment et plus loin. On le verra tout à l'heure. Donc ça a commencé comme un délire italien. Donc l'Italie était le point de départ avec toutes ces idées artistiques et scientifiques qui débarquaient. Puis, avec le temps et des chevaux hyper rapides, tout ça s'est répandu dans le reste de l'Europe. On peut presque dire que l'Italie a lancé le meilleur feu d'artifice intellectuel de l'histoire. À cette époque, l'Europe, c'était un peu comme un risque géant. Donc les royaumes voulaient tous agrandir leur terrain de jeu, donc ça guerroyait tout le temps. Comme vous pouvez le voir sur cette carte de 1540, c'était un peu le bordel. Les frontières changeaient plus souvent que les saisons de Game of Thrones, mais si tu regardes bien, certains endroits ressemblent déjà à nos pays actuels. C'est comme si les ancêtres jouaient déjà à SimCity, mais en mode un peu plus hardcore. Avant de devenir la superstar européenne, la Renaissance a fait ses premiers pas en Italie, puis grâce à des road trips d'intellectuels et à l'invention cool de l'imprimerie vers 1440, donc merci à Gutenberg, les idées de la Renaissance ont fait le tour de l'Europe. Ah, et l'éducation aussi, les universités qui étaient un peu trop obsédées par les textes religieux ont décidé de se la jouer un peu plus cool. Donc on se rappelle que les universités à l'époque du Moyen-Âge, c'était vraiment pour apprendre les textes religieux. Et les moines copistes étaient ceux qui donnaient les cours là, dans les universités. Et ceux d'ailleurs pas qui traduisaient, je veux dire, mais qui recopiaient à la main les textes religieux également. Donc ça, on s'en rappelle bien. Donc elles ont commencé à bosser sur le jugement critique des étudiants, devenant des temples de la pensée rebelle de la Renaissance. Alors voilà, la Renaissance, c'est pas juste des manuels poussiéreux, c'est comme si l'Europe disait « Ok, Moyen-Âge, t'as fait ton temps, maintenant place à la classe et à l'intelligence. » Donc ça, c'est ce que j'appelle une mise à jour pas mal réussie. Le Moyen-Âge était une époque où la religion expliquait tout, mais hop, les humanistes débarquent et disent et si on mettait l'homme au centre du débat? Ça, c'est la Renaissance. Donc pas juste une période, mais un feu d'artifice d'idées qui éclate à la face du Moyen-Âge. Donc là, vraiment, on ne parle plus du tout comme étant Dieu vraiment au centre de tout, au centre de l'univers, mais là, on parle comme l'homme, en fait, est vraiment au centre de tout et au centre de l'univers. Donc Dieu prend beaucoup moins de place. Donc voilà, vers la fin du Moyen-Âge, l'Europe est un peu comme une fête où tout le monde pratique la religion chrétienne. On dit que Dieu a créé tout et est responsable de tout, même de nous. Mais les humanistes commencent à fouiner dans des textes antiques et réalisent que la religion n'a pas toujours été la pop star de la société. Donc ils se mettent à remettre en question
tout ce que l'Église avait dit. Les autorités religieuses de l'époque ne sont pas fans du tout de ce changement, donc qui balance Dieu hors du centre de l'univers. C'est le début des hostilités intellectuelles entre les autorités religieuses et entre, disons, les intellectuels des Lumières, c'est-à-dire les intellectuels de l'époque de la Renaissance. Donc au lieu de suivre la religion chrétienne et de croire que Dieu est aux commandes, les humanistes se déclarent maîtres de leur destin. Ils disent que grâce à la réflexion, au raisonnement et à un peu d'expérimentation, on peut comprendre le monde. Donc ça devient la fête de la pensée, de la culture et de l'art, et pour devenir super fort, faut s'empiffrer de tout ça. Les érudits, donc les érudits c'est quoi? C'est des gens hyper éduqués, partent même à la chasse aux vieux manuscrits pour dénicher des pépites de connaissances et les propager avec l'imprimerie flambant neuve à l'époque. Donc l'imprimerie, on se rappelle, qui a été créée par Gutenberg. L'éducation et l'apprentissage font un tour de magie avec les humanistes. Donc adieu la vision chrétienne, bonjour l'homme au centre de l'univers. C'est un peu comme si on remontait le temps pour retrouver les philosophes grecs, mais avec une touche de folie en plus. Maintenant, voici quelques stars de la Renaissance. Il y a Didier Erasme, un prêtre des Pays-Bas, qui dit que l'Église est un peu corrompue. Donc il se balade partout en Europe pour cracher ses idées humanistes et écrit des trucs comme éloge de la folie. Donc c'est un sacré personnage en somme. Léonard de Vinci, là qui est un peu comme la rockstar de la Renaissance, on va dire, c'était un artiste, un scientifique, un architecte, un ingénieur, un inventeur. Donc le mec il faisait tout. Montaigne, lui, il critique l'Église à chaque fois qu'il en a l'occasion. Il est contre la mise à mort des sorcières, ce qui n'est pas du tout la tasse de thé des autorités chrétiennes. Il prône l'esprit critique, bref, c'est un vrai rebelle donc, de l'époque parce qu'il se battait vraiment contre les autorités chrétiennes, d'accord ? Maintenant, la Renaissance, c'est pas seulement la philosophie et la science. Donc, la Renaissance est un cocktail d'idées artistiques qui explosent, dont le mouvement artistique qu'on appelle le réalisme. On ne se contente pas de dessiner des bonhommes bâtons, on veut de la vraie vie sur la toile. Les artistes deviennent les pop stars du réalisme, peignant leur sujet de manière ultra réaliste, donc c'est pour ça qu'on appelle le réalisme. Donc c'est fini l'art 2D du Moyen-Âge, place à la symétrie, à l'harmonie et aux proportions qui rendent jaloux même les plus pros de la géométrie. Et maintenant, que dire de la technique de la perspective? Donc, imaginez une toile qui vous saute pratiquement à la figure, c'est ça, la perspective. C'est une astuce géniale des artistes de la Renaissance. Donc, grâce à un point de fuite magique, ils donnent vie à leurs œuvres, faisant disparaître le plat pour faire place à la profondeur. C'est comme si, en gros, la peinture devenait une réalité alternative en 3D. On est loin des trucs plats du Moyen-Âge. Donc maintenant, on utilise le concept 3D, donc 3 dimensions, largeur, hauteur, longueur, et surtout profondeur, à l'art visuel pour donner l'impression à celui qui regarde la toile que c'est une vraie scène. Et pendant le Moyen-Âge, on a eu notre dose de trucs religieux, bien sûr, qui était absolument dans toutes les peintures inimaginables. Mais la Renaissance, c'est le moment où on dit on a aussi des humains intéressants à montrer. Donc adieu les icônes religieuses, bonjour les portraits d'hommes et de femmes ordinaires qui deviennent des œuvres d'art. Les artistes plutôt se sont mis à chérir l'humain comme une muse qui veut dire inspiration si vous préférez. Maintenant, en architecture, on trouve aussi quelques changements. Donc, les bâtiments de la Renaissance sont littéralement des chefs-d'œuvre en briques et en pierre. On s'inspire de l'Antiquité. On ajoute des dômes élégants, des frontons stylés et des colonnes imposantes. Donc, fini le gothique sérieux du Moyen-Âge. Bienvenue à l'esthétisme architectural qui en met vraiment plein la vue. Maintenant, parlons un peu de la science et de la médecine. Donc l'héliocentrisme. Avant que notre star Nicolas Copernic n'arrive sur scène, tout le monde croit que la Terre est au milieu de l'univers, avec tous les autres astres donc, qui tournent autour d'elle en admiration. Mais Copernic, tel un rebelle de la science, annonce « Et si c'était le Soleil,
le véritable sens de l'univers. Et boum, ça a dû secouer pas mal de têtes, surtout celle de l'Église qui n'était pas du tout fan de cette nouvelle théorie. Pour eux, la Terre, création de Dieu, devait absolument rester au centre de tout et il ne fallait pas enlever Dieu de cette équation. En médecine aussi, on a fait des avancées. Les scientifiques tels que des détectives commencent à disséquer des corps pour en découvrir les secrets. André Vessal, un humaniste malin, devient une star de l'anatomie. Donc imaginez-le faisant des dissections en public, un vrai spectacle de science. Et oui, parce que le gars faisait des dissections en public et le public aimait ça. Donc à chaque époque, chacun sa manière de passer son temps. Hein. Encore une fois, l'Église n'est pas vraiment emballée. Pour elle, disséquer des corps, c'est manquer de respect à la création divine, ce qui bien sûr est tout à fait justifiable. Mais voilà, donc chacun sa manière de voir les choses. Les autres disent que ça fait avancer la science et les religieux, eux, disent que c'est vraiment une insulte à l'œuvre de Dieu. L'imprimerie devient probablement l'invention majeure de l'époque. Johannes Gutenberg arrive avec une invention qui va changer la donne, la presse à imprimer. Donc fini le temps où il fallait copier les textes à la main. Donc si vous vous rappelez des moines copistes, grâce à lui, les livres se multiplient comme de petits pains chauds. Et surprise, l'Église adore cette invention. Pourquoi ? Parce que ça permet de diffuser plus facilement la Bible et d'autres textes religieux. Donc Gutenberg devient ainsi une sorte de héros pour l'Église. Et vraiment, l'imprimerie, c'est probablement l'une des inventions les importantes de l'histoire parce que ça permet vraiment d'imprimer les livres à une façon qui n'a jamais été vue dans toute l'histoire. Vous vous rappelez, avec les moines copistes, ça devait prendre des mois, voire des années pour recopier des textes religieux. Bien avec l'imprimerie, ça ne prend que quelques heures. Donc vous imaginez un peu vraiment la révolution à l'époque. Bien entendu, ça a des impacts jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on imprime toujours les livres. Donc vous imaginez, aujourd'hui, bien entendu, on a le digital, mais ça, c'est une autre petite révolution. Donc en conclusion, cette période de la Renaissance est un peu comme une série télé pleine de rebondissements. D'un côté, les humanistes qui mettent l'humain et la science en vedette, donc au centre de tout, et de l'autre, l'Église un peu frileuse face à ces changements, sauf quand il s'agit de l'imprimerie, bien entendu, de Gutenberg. Au milieu de tout ça, ces découvertes incroyables donc, qui vont façonner notre monde jusqu'à aujourd'hui. Au Moyen-Âge, critiquer l'Église, ça se faisait pas. Bien entendu, c'était pas mal la dernière chose que vous voudriez faire à l'époque. Pour les conséquences terribles que ça pouvait apporter, ça allait de l'exil, c'est-à-dire qu'on te fout littéralement à la porte du village, où on te torturait, où on te tuait simplement. Donc. Mais pendant la Renaissance, c'est devenu tendance de critiquer l'Église. Les humanistes et même certains membres du clergé se sont mis à pointer du doigt les petits et grands défauts de l'Église. Un des gros sujets brûlants, c'était la vente d'indulgences. Donc imaginez, vous pouvez littéralement acheter votre chemin vers le pardon divin. Cette pratique allait à l'encontre de l'idée même du pardon gratuit, un fondement de la foi catholique après tout, mais certains membres de l'Église abusaient de leur pouvoir en vendant des indulgences, en faisant croire justement aux croyants qu'ils pouvaient acheter leur pardon qui les mènerait au paradis. Parce qu'à cette époque-là, la plus grande peur du commun des mortels, c'était pas d'avoir un accident, de tomber malade, de perdre sa maison, de perdre sa voiture. Non, c'était celle d'aller en enfer. Et ça, l'Église le savait. Et ça, l'Église catholique, donc, on avait profité en faisant croire aux gens qu'ils devaient simplement acheter des indulgences pour aller au paradis. Et là, entre en scène Martin Luther. Donc pas Martin Luther King. Martin Luther King, c'est un personnage différent qui va venir beaucoup plus loin dans l'histoire. Martin Luther, c'est un peu le rebelle de l'époque, donc qui n'a pas supporté cette histoire d'indulgence, donc d'acheter son pardon, tant bien qu'en 1517, il rédige 95 thèses. Un véritable brûlot contre ces pratiques douteuses de l'Église.
Même excommunié par le pape en 1520, Luther ne lâche rien. Il traduit des textes religieux dans la langue du peuple et crée sa propre église, parce qu'on se rappelle que les textes religieux étaient écrits en latin. Et la plupart des gens, bien entendu, ne comprenaient absolument pas le latin. Le latin, c'était une langue d'intellectuels. Donc voilà, Martin Luther, lui, il traduit les textes religieux dans la langue du peuple. Donc c'est soit le français, soit l'anglais, peu importe quelle langue il parlait, donc à l'époque dans quelconque pays. Et qu'est-ce que je disais, c'est qu'il crée également sa propre église, l'église luthérienne. Donc Martin Luther, luthérienne, église luthérienne. Le protestantisme naît et devient donc son bébé, en quelque sorte. Ce qu'il faut retenir, c'est donc que le protestantisme, on le voit dans le mot protestantisme, il y a le mot protestant, protester, donc ça proteste contre, on va dire, les ordres traditionnels de l'Église catholique, c'est-à-dire de pouvoir acheter ton pardon, qu'ils appelaient acheter des indulgences à leur époque. Suite à Luther, c'est comme une explosion de nouvelles églises protestantes. On a l'église anglicane, calviniste. Chacune avait ses particularités, mais toutes partagent des valeurs communes comme l'égalité des membres, la foi et l'accessibilité également. Luther, avec son approche plus directe et personnelle de la foi, transforme l'Église catholique, donc finit le culte de la Vierge Marie et adieu à la puissance absolue des célébrants de la messe. C'est une révolution. Donc face à cette vague de critiques et au succès du protestantisme, l'Église catholique réagit. Donc d'une part, elle ressort l'Inquisition pour freiner la propagation de nouvelles idées, donc des nouvelles idées plutôt. D'autre part, elle initie sa propre transformation. Donc lors du Concile de Trente, les grands pontes de l'Église se réunissent pour réfléchir à une mise à jour de la religion catholique. L'objectif, ne pas se laisser distancer par le protestantisme, parce qu'ils voient que les gens commencent à aimer le message du protestantisme qui essentiellement dit « arrêtez un peu d'écouter l'Église catholique, ce sont que des menteurs qui sont après votre argent et qui vous font croire que vous irez en enfer si vous ne leur donnez pas ce qu'ils veulent. » Donc les résultats, eh bien, plus de discipline, une meilleure formation des prêtres, bref, une version 2.0 de l'Église catholique. Et voilà, la Renaissance n'était pas seulement de l'art et des découvertes scientifiques, c'était aussi une sacrée révolution religieuse. Donc ce que vous devez retenir de tout ça, en gros, c'est que Martin Luther et ses amis ont bien secoué le cocotier au XVIe siècle en réponse à la réforme de l'Église catholique qui a dû s'adapter par la suite. Pour terminer le tout, la Renaissance a été une époque de bouleversement intellectuel et culturel, marquée par des conflits profonds entre les valeurs humanistes et les dogmes religieux. Donc, les humanistes, en plaçant l'humain au centre de leurs préoccupations, ont conduit à des découvertes scientifiques majeures telles que l'héliocentrisme de Copernic et les avancées médicales d'André Vézal grâce à l'expérimentation et à l'observation. Par contre, ces avancées ont été loin de faire l'unanimité. L'Église, gardienne des traditions et de la foi, a résisté vigoureusement à ces changements, considérant bon nombre de ces découvertes comme des affronts à la création divine, donc à la création de Dieu. L'héliocentrisme en particulier a suscité une opposition farouche car il ébranlait les fondements même de la cosmologie religieuse. Donc pour les religieux, c'était vraiment Dieu au centre de l'univers, donc la Terre au centre de l'univers. Et pour l'héliocentristes, c'était plutôt le Soleil qui était au centre de l'univers et la Terre qui tournait autour. Pourtant, au milieu de ces conflits, l'invention révolutionnaire par l'imprimerie, par Johannes Gutenberg, a trouvé un rare consensus. Donc un consensus, c'est un compromis entre les deux. Donc cette innovation a été saluée par l'Église et a permis la diffusion massive des idées humanistes tout en rendant les textes religieux plus accessibles à la population. Ainsi, la Renaissance est un témoignage de la lutte entre la quête de connaissance et la préservation des croyances religieuses traditionnelles.
Elle nous rappelle que les avancées intellectuelles et technologiques sont souvent le fruit de débats intenses entre la science et la foi, entre l'homme et Dieu, et que ces conflits ont finalement façonné le cours de l'histoire. La Renaissance, par sa complexité et ses contradictions, demeure un chapitre fascinant de l'histoire de l'humanité, où la quête de vérité et la recherche de sens ont coexisté dans un dialogue inépuisable. C'est tout en ce qui concerne cette vidéo. Moi, j'espère vous en avoir appris un peu plus en ce qui concerne la Renaissance. Et j'espère vous revoir dans une autre vidéo. Si jamais vous avez des questions ou que vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, je suis toujours disponible. Donc, soit vous me textez, soit vous me laissez un message sur Messenger ou un message donc sur la plateforme. Et moi, ça va me faire un plaisir de vous répondre vraiment le plus rapidement possible. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.